But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold. 15 ans de Top Secret, c'est 15 ans de remise en question du monde dans lequel nous vivons. C'est un exercice, un jeu intellectuel qui consiste à regarder le monde autrement. Et à ce petit jeu-là, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que depuis 15 ans, on n'a pas cessé d'avoir des surprises. Et où en tirant le fil de cette bobine, qui est une quête, en réalité une quête pour la vérité, on va découvrir vraiment que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente. Ok petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi, quoi. Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais en foule on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. L'objectif de Top Secret a toujours été de déchirer le voile de l'illusion, de découvrir ce qui se cachait derrière le décor. Et ce qui est étonnant, ce qui est assez amusant finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on a réussi à ouvrir, à déchirer ce voile, on découvrait qu'on tombait devant un nouveau décor d'illusion. Les sujets qu'on traitait, qu'on a traités dès le début, c'était évidemment quelques sujets politiques, économiques, mais ce n'était pas vraiment le cœur de la problématique de Top Secret. Et bon, là, il faut dire que j'étais à bonne école, puisque jeune adulte, très vite, j'ai été confronté aux mensonges politiques à l'époque, quand je travaillais dans le journal de Jean et Danalier, l'Idiot International. Top Secret, on voulait vraiment présenter une quête métaphysique. Et pour pas être complètement décentré, ou pour rester ancré quand même par rapport aux indices qu'on avait, on voulait traiter toutes ces choses-là de façon scientifique, au maximum. Alors, les premières découvertes qu'on a fait, les premiers chocs qu'on a eus, ça a été ce grand mystère de la Terre creuse. Pour ceux qui connaissent, ça va évoquer l'amiral Byrd, son expédition en 1947,
à la recherche de la fameuse base nazie où se seraient réfugiés des scientifiques et quelques soldats d'élite pour développer des technologies secrètes, etc. Et on sait que donc en 1947, l'amiral Byrd part avec ses 4000 hommes, avec cette armada, et qu'il va revenir au bout de quelques semaines avec beaucoup de pertes. Et les interviews de l'amiral Byrd disant que à l'avenir, les prochaines guerres verraient des engins révolutionnaires qui pourraient voler d'un pôle à l'autre. À l'époque, c'était pas évident d'aborder ce genre de sujet. Et c'était un sujet qui était très peu connu. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. On rentre là avec ce sujet-là dans un nouveau paradigme. C'est en 2003 qu'on se penche sur cette question. Ensuite, on va avoir une autre découverte assez phénoménale qui permet de faire capoter la tête un petit peu. C'est la technologie justement nazie. Et on a un scientifique, un physicien, Jean-Marc Roder, qui va faire un hors-série sur ces technologies-là. Et pareil, ça se passe en 2004, 2005. C'est un sujet extrêmement tabou parce qu'il nécessite de parler de tout l'ésotérisme nazi, également toutes les recherches scientifiques de l'époque qui ont été non seulement discréditées depuis, mais en plus totalement abandonnées. Et c'est évidemment un sujet sensible par rapport à la Deuxième Guerre mondiale en France et à tous les problèmes qui en ont découlé. Donc, toujours dans cette volonté de refaire une nouvelle vision du monde, je lance l'impulsion de publier un hors-série sur le récentisme. Donc c'est la remise en question de la chronologie historique officielle. Et évidemment, c'est un tabou parce que avec le récentisme, on remet énormément de choses en question, et notamment les religions. Du récentisme, on va aussi découvrir le problème du blackout, de la mise à zéro du monde, de l'humanité, des civilisations, un peu dans l'esprit de Matrix. Donc, le deuxième volet, Matrix Reload. Ces sujets-là, qui sont des grosses articulations du magazine, dont les lecteurs se souviennent, sont quelques sujets parmi tant d'autres. On a traité des ovnis, des extraterrestres, des abductions, on a parlé des voyageurs du temps, on a parlé évidemment abondamment, parce qu'on était j'étais même plutôt passionné par la question des anomalies de la conquête spatiale. Mais tout ça nous a amené en fait à nous rendre compte que cette vérité qu'on cherchait, plus on avançait, plus elle reculait devant nous et plus elle devenait difficile à appréhender. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qui est pour moi le plus énorme mensonge des 50 dernières années. Et pourtant, on sait qu'en termes de mensonges, notre société bat tous les records. Ce mensonge, il touche à la conquête spatiale.
toute la difficulté de cet exercice, qui est le mien depuis 15 ans, en fait, c'est Mark Twain qui le disait, il est beaucoup plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Finalement, c'est un boulot assez ingrat de montrer, là en l'occurrence au lecteur de Top Secret, à quel point nous avons tous été trompés, que ce soit sur l'état de nos connaissances au niveau de la science, mais aussi au niveau de l'histoire. Pour parler de l'histoire de cette conquête spatiale et de cette grande tromperie qu'elle représente, je vais commencer par vous rappeler un événement, un exploit que tout le monde connaît, dont tout le monde se souvient, c'est celui de 2012, celui de Felix Baumgartner, l'Autrichien qui, produit par Red Bull, va faire le saut en parachute le plus haut de l'histoire de l'humanité. On se souvient tous de ces images de Felix Baumgartner dans sa nacelle, qui a énormément d'appui logistique. Cette nacelle bénéficie de toute la science la plus pointue qui soit. Il a une combinaison qui a été fabriquée par la NASA, qui est pressurisée, etc. Je vous récapitule un petit peu l'événement, l'exploit de Felix Baumgartner. Il arrive à 30 km d'altitude. De là, cette nacelle va s'ouvrir. Il va s'avancer devant la porte de la nacelle. Il faut imaginer que son corps, à ce moment-là, est soumis à moins 60 degrés. Sans cette combinaison, son sang s'évaporerait immédiatement. Enfin bon, il faut voir les contraintes que c'est. Alors, les médias vont expliquer ce qu'est cet exploit, vont expliquer comment la science a permis de faire reculer les limites de l'humanité, etc. Et il va sauter, il va quand même faire une chute à une vitesse de plus de 850 km/h. Et tout le monde s'extasie. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Jump her away. Ava Baumgartner. It's the winds out of the north, 5 to 10. There's a closer shot from the helicopter. Felix, the winds out of the north, 5 to 10. There you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth, safely back. Et moi, en regardant toutes ces images, je me dis, mais il y a un petit problème quand même. Il y a un souci dans l'histoire de Baumgartner. C'est que, qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin, le premier homme de l'espace? Qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin, qui, lui, va faire la première rotation autour de la Terre, en un peu moins de 2 heures, va faire une chute avec sa nacelle, qui, à l'époque, c'est une boîte de conserve, c'est pas du tout la nacelle de Félix, hein, c'est pas la nacelle Red Bull. Il fait cette chute. Le bouclier de la nacelle se retrouve dans le mauvais côté, la nacelle prend feu, tout est incandescent, il est entouré de flammes, et en plein milieu de sa chute, il fait exploser les boulons de la fermeture de son module. Ça ne marche pas bien. Toujours dans cette chute-là, voici notre Yuri Gagarin en train d'ouvrir le sas à coups de botte. Il faut se représenter ça, il faut imaginer ça. Il a une combinaison qui n'est pas du tout celle de la NASA. Il arrive à s'extirper de ce module très étroit, et le voilà qui saute du module qui est en pleine chute, et qui ouvre lui-même son parachute, et qui va atterrir sur le sol soviétique, etc. J'étais très étonné qu'au moment de l'exploit de Felix Baumgartner, personne ne fasse référence à Gagarin, qui avait fait un exploit autrement plus complexe, beaucoup plus dangereux, périlleux, et qui lui-même était revenu de l'espace, premier homme de l'espace quand même, en parachute. C'était
la première interrogation. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est cet oubli? Est-ce que c'est l'aveu d'un premier mensonge lié à la conquête spatiale? Parce que finalement, il y a, avec l'affaire de Yuri Gagarin, ce premier homme de l'espace, il y a quand même beaucoup de questionnements qui se posent. Là, par exemple, le fait que sa vitesse de rotation ne correspond à aucun vol orbital en réalité. Depuis, on a le recul et on sait qu'en 1h48, sa période de rotation autour de la Terre ne correspond à rien. On sait par exemple que quand il a annoncé qu'il était au-dessus des États-Unis, parce qu'il avait un hublot qui lui permettait de voir la Terre, il annonce qu'il est au-dessus des États-Unis et en réalité, il l'annonce à l'avance. Il n'est pas encore au-dessus des États-Unis au moment où il le dit. Il va dire également, il va décrire les côtes d'Amérique du Sud, il va donner des détails du continent d'Amérique latine, et on va s'étonner parce qu'il ne peut absolument rien voir de ce qu'il décrit, puisque quand il passe au-dessus de l'Amérique du Sud, il fait nuit. Et il y a des tas de choses comme ça, par exemple, et ça je pense que c'est la première bizarrerie de cette histoire, de cette aventure, c'est que Yuri Gagarin, qui est le premier homme de l'espace, et qui donc va être le premier homme à voir de ses yeux la Terre depuis l'espace, ne va pas emporter avec lui d'appareil photo. Et il ne prendra donc aucune photo, il n'existera aucune preuve de son exploit. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse, soit celle des soviétiques qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont vu, ou l'exploit de Yuri Gagarin qui n'a pas existé, de toute façon, il y a mensonge. Toujours est-il qu'on est en pleine guerre froide, on est en 61. Vous pensez que les Américains, qui savent très bien les différentes anomalies dont je viens de parler, vont crier au mensonge, vont dire que c'est une imposture? Pas du tout. Kennedy va féliciter Khrouchtchev. Gagarin donc sera accueilli comme un héros soviétique, le grand héros soviétique qu'on connaît, et Kennedy va lancer la course à l'espace, la course à la conquête spatiale. Et je pense qu'avec l'exploit de Gagarin, c'est la boîte de Pandore du mensonge qui s'est ouverte. Et que les deux superpuissances sont entrées dans un engrenage de mensonges qui les a menés jusqu'à l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Les documents qui sont à notre disposition nous permettent d'affirmer que cette lutte entre les deux blocs était en réalité un combat de catch arrangé à l'avance et scénarisé de bout en bout. Le mensonge de la conquête spatiale commence ici, en 1961.
il faut que je vous raconte un petit peu la genèse de la création de la NASA, la naissance de la NASA. Vous avez d'un côté un homme, un Allemand, un scientifique, qui s'appelle Wernher von Braun. Wernher von Braun, depuis son enfance, il est passionné par Jules Verne. Et quand il se met à travailler sur les fusées allemandes, les célèbres V2, sinistrement connus à cause des bombardements à Londres, lorsque Wernher von Braun travaille sur ces fusées, il n'a qu'un rêve, c'est d'envoyer l'humanité, d'envoyer l'homme sur la Lune. Wernher von Braun va être récupéré dans le cadre de l'opération Paperclip par les Américains à la fin de la guerre, et il va permettre aux Américains de disposer de leur lanceur pour l'arme atomique. En remerciement, rapidement il obtient la nationalité américaine et ça devient une célébrité aux USA. Et puis un jour, Wernher von Braun va rencontrer un autre homme avec lequel il va devenir ami. Cet autre homme, c'est Walt Disney. Il va lui parler de son rêve d'enfant qu'il n'a jamais abandonné. Et Walt Disney va être carrément emballé par son histoire. Et à partir de ce moment-là, ces deux hommes vont mettre tout leur pouvoir, tous leurs moyens en commun pour convaincre les décideurs de l'importance de lancer la conquête spatiale avec pour l'objectif d'envoyer l'homme sur la Lune. Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star, makes no difference who you are. On est dans les années 50. 3 films vont être produits par Disney avec Wernher von Braun, le Pentagone et l'aéronautique. Ces 3 films vont être L'homme et la Lune. The moon is sweeping past the ship at great speed, and in the brief span of about 3 hours. RM1, Station 1. We are now seeing the Earth disappear behind the moon's rim. This will be our last radio message until you see us on the other side. Le deuxième film, L'homme dans l'espace. Here to introduce you to this new series is Walt Disney. In our modern world, everywhere we look, we see the influence science has upon our daily lives. A flexible, airtight unit carrying sufficient oxygen. Featuring built-in all-purpose et le troisième film, Mars et au-delà. The Earth across the face of the Sun. The expedition is 700,000 miles above Mars, and the 45-day spiral in toward the planet is begun. Will he find the remains of a long-dead civilization? Or will the more conservative opinions of present-day science be borne out with the discovery of a cold and barren planet where only a low form of vegetable life struggles to survive? Ladies and gentlemen. Ces 3 films ont pour objectif de convaincre le peuple américain qu'il est essentiel et tout à fait passionnant et captivant de pouvoir envoyer l'homme dans l'espace. C'est une façon de légitimer, de justifier les coûts faramineux que va représenter ce programme. Ce travail d'influence va tellement bien fonctionner et porter ses fruits qu'en 1958 sera fondée la NASA, l'agence spatiale américaine. Et tout ce travail aboutira au discours de Kennedy, tout de suite après l'exploit de Yuri Gagarin, le discours de Kennedy annonçant l'envoi d'un homme sur la Lune à la fin de la décennie des années 60. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult
or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters, much larger than any now being developed, until certain which is superior. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration, explorations which are particularly important for one purpose which this nation will never overlook, the survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation. For all of us must work to put him there. À ce duo von Braun-Disney, il faut ajouter 3 autres personnages. Il y a Robert Hanson Heinlein, qui est l'auteur de science-fiction américain, qui est l'auteur de Tom Corbett, qui a donné lieu à des séries radiophoniques et télévisées à l'époque. Il y a un auteur scientifique allemand, Heinz Harber, qui va être le conseiller scientifique des productions Disney, qui avait travaillé lui-même en Allemagne à populariser l'idée de la conquête spatiale pendant les années 30. Et enfin, il y a Willy Hurley, qui lui aussi est un auteur scientifique, qui travaille avec Disney, et qui donnera d'ailleurs le nom d'un cratère sur la face cachée de la Lune, le cratère Lay, très connu. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant chez Willy Hurley, c'est que c'est un très bon ami d'un auteur de science-fiction américain qui s'appelle Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, ce roman qui sera adapté pour le cinéma par Stanley Kubrick. Et là, on commence à se rendre compte qu'en fait, la genèse de la NASA, la genèse de la conquête spatiale, est quand même portée en grande partie par un homme, Werner von Braun, passionné de Jules Verne, et des artisans du rêve comme Disney, qui sont des hommes de divertissement, des hommes qui sont passés maîtres dans l'histoire, dans la narration fantastique. Je rappelle que dans les 3 films de Disney dont j'ai parlé tout à l'heure, il était question de bases lunaires, il était question de découverte de pyramides sur Mars. Or, toute la conquête spatiale nous a montré qu'effectivement, on pouvait supposer que sur la Lune ou sur Mars, il pouvait y avoir la présence de vestiges de civilisations passées. Tout ça est raconté dans les 3 premiers films de Disney, au point qu'on se demande si la conquête spatiale n'a pas suivi depuis l'origine jusqu'à maintenant un scénario qui a été écrit à cette époque, dans la fin des années 50. On retrouve évidemment les anomalies sur la Lune, sur Mars. On retrouve évidemment sur le site de Sidonia les fameuses présences de ces pyramides qui ont fait tellement de polémiques au cours de ces 30 dernières années. Pendant des décennies, les chercheurs de vérité ont toujours dénoncé les mensonges de la NASA. Notamment, ont toujours dénoncé les problématiques de ce qu'ils découvraient sur les images que la NASA présentait au public. Mais on a toujours pensé, moi le premier, parce que j'ai sauté à pieds joints dans cette combine, on a toujours pensé que ces mensonges touchaient aux anomalies liées à une civilisation passée qui aurait déjà conquis le système solaire, ou que ce mensonge était lié à la présence d'extraterrestres. Et ça, c'était par rapport aux lumières, aux anomalies, aux engins, aux ovnis que l'on pouvait entreapercevoir sur quelques documents vidéo appartenant à la NASA et que la NASA nous présentait.
J'ai été le premier à marcher dans cette combine. J'ai passé des heures entières à éplucher les sites de la NASA, à chercher le détail qui démontrerait la désinformation de la NASA, qui prouverait l'existence extraterrestre, etc., etc., ou d'anciennes civilisations. J'ai passé là-dessus, sur ce travail, des milliers d'heures, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, tout cela était un leurre, et que la NASA ne nous avait jamais montré que ce qu'elle voulait qu'on voie. Et qu'en réalité, ces anomalies, ces différentes choses mystérieuses qui apparaissaient sur les documents étaient un moyen de nous empêcher, d'empêcher les chercheurs de découvrir une vérité bien plus terrible, dont l'origine remonte à Wernher von Braun et Disney, qui est le fait que toute cette conquête spatiale repose sur un immense mensonge et est en réalité un vaste spectacle. It's one small step for man, one giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. Sorry, Mr. Dvorsky. La première chose que les chercheurs ont découvert récemment, cette chose nous avait échappé parce qu'on était trop occupés à regarder les anomalies, les petits détails sur les photos, les petites lumières. La chose qu'il faut bien que vous compreniez maintenant, c'est qu'en réalité, il n'existe aucune photo de la Terre vue de l'espace. Ce que je suis en train de vous dire, ça doit évidemment vous interpeller, vous devez me prendre pour un fou. Mais maintenant, je vais vous demander de regarder attentivement les photos de la Terre sur les sites de la NASA. D'abord, elles sont peu nombreuses. Vous allez voir qu'il y a très peu de photos de la Terre. Bizarre quand même, puisque depuis 30-40 ans, il y a des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Or, ces satellites prennent aucune photo de la Terre dans sa version complète, mais des images fragmentées, des images mosaïques. Et si vous observez bien les photos de la Terre complètes, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne s'agit que de dessins. Et les représentations de la Terre ont évolué à mesure qu'évoluaient les technologies graphiques. Il faut que vous sachiez une chose importante, c'est que les photos de la Terre les plus connues, quand je dis photos, mettez des guillemets, les photos de la Terre les plus connues datent de 1972, les dernières. Les dernières photos de la Terre qui sont dans les encyclopédies, dans les livres scolaires, etc., sont les photos qui ont été prises par les missions Apollo. Depuis, il n'y a plus une seule photo de la Terre. Si vous regardez ces photos, qui datent donc des années 70, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de problèmes autour de ces images. En réalité, ce sont bel et bien des dessins. Je vais vous donner un élément, un indice, un élément de preuve de cette supercherie. Vous allez taper dans Google la Terre en rotation sur 24 heures. Vous allez avoir quelques vidéos, il n'y en a pas tant que ça. Mais regardez les vidéos des années 80, 90 de la Terre qui tourne sur elle-même. Il y a plusieurs versions qui proviennent de différentes méthodes. Mais ce qu'il y a de surprenant dans ces images, dans ces vidéos, dans ces images de la Terre qui tournent sur elles-mêmes, c'est que les nuages qui sont au-dessus du globe ne bougent pas. Alors, quand vous vous levez le matin chez vous, que vous levez les yeux au ciel, vous allez voir le soleil, vous allez avoir un beau temps, et puis dans l'après-midi, dans le soir, il peut y avoir un grain, il peut y avoir de la pluie, etc. Ce n'est pas le cas dans ces vidéos de la Terre en rotation. Ensuite,
la rareté des photos de la Terre est très suspecte. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de satellites. Comment se fait-il qu'aucun de ces satellites ne photographie la Terre à toutes les secondes? C'est-à-dire que les photos de la Terre devraient être ce qu'il y a de plus fréquent, de plus visible sur Internet. Ça devrait être les photos les plus visitées, les plus vues. Or, c'est tout le contraire. Quand je vous parle de dessin pour les images de la Terre, ça va tellement loin qu'il y a même certaines photos, et une qui est très connue, une photo prise par Apollo de la Terre pleine, où on voit carrément les nuages de la Terre qui sont en fait faites en copier-coller, et vous avez des formes de nuages qui sont doublées, triplées, etc. On voit vraiment qu'il s'agit d'un montage. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est comment expliquer qu'à une époque où tout le monde fait des selfies, des dizaines de milliers de selfies à longueur de journée, et que nous sommes tous dans un monde de l'image où nous prenons tous des photos sans arrêt, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un satellite de préférence géostationnaire, c'est-à-dire situé à 36 000 km, qui permette d'avoir le recul pour photographier la Terre pleine? Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul satellite qui dispose d'un appareil photo montrant la Terre comme une sorte de webcam que l'on pourrait regarder, visionner à longueur de journée sur Internet? Ça, c'est une question quand même qui me paraît extraordinairement problématique. Apparemment, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un gros problème sur, la réalité de la conquête spatiale, évidemment, mais aussi sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Cette absence de photographie non discutable, cette absence de photographie de la Terre qui persiste depuis maintenant plus de 40 ans, pose vraiment un grave problème. Si vous regardez les photos de la Terre prises par Apollo sur les sites de la NASA, que vous les mettez sur votre logiciel Photoshop, vous allez voir que la plupart du temps, les terres ont été détourées et mises, posées, copiées-collées sur un fond noir. En augmentant la luminosité, en baissant le contraste, vous allez vous rendre compte du montage absolu de ces images. C'est tellement flagrant qu'à certains endroits, on a détouré la Terre au niveau des pôles, et qu'il manque d'ailleurs des parties de la Terre. Il y a énormément de problèmes. Si vous comparez les photos de la Terre, en photo je parle de dessin en réalité, prises par Apollo, et l'image que l'on a sur Google Earth de la Terre, qui est normalement, en termes de proportion, doit être extrêmement fidèle, vous allez voir qu'il y a des différences, que ce soit au niveau de la position des continents et même de la taille des continents. Bref, il y a un gros souci et on arrive difficilement à savoir en réalité à quoi ressemble le monde dans lequel nous vivons. Et ça commence vraiment à poser problème. Les chercheurs ont tellement commencé à poser des questions pertinentes autour de cette question que la NASA s'est sentie obligée d'envoyer une sonde en 2015 pour montrer enfin, depuis 1972, une première photo de la Terre vue de l'espace. Cette sonde qui est partie à 1,6 km, alors là, c'est millions de kilomètres. Là aussi, c'est la question, pourquoi envoyer une sonde à 1,6 million de kilomètres alors que n'importe quel satellite géostationnaire pourrait prendre un cliché de la Terre dans sa globalité. Mais voilà, c'est ce que la NASA a fait pour répondre, et on remarquera d'ailleurs que les réponses de la NASA depuis toujours ont toujours été bizarres, malvenues, enfin propres à la polémique, presque encourageant la polémique. Et vous allez voir que celle-là, elle ne sort pas de la tradition. Cette photo, parce qu'elle est unique, cette première photo de la Terre vue depuis 1,6 million de kilomètres, difficile de demander une précision extrême des détails à cette distance. Cette photo qui est unique ressemble, elle également, elle encore, à un dessin, mais il y a quelque chose de beaucoup plus troublant dans cette photo. C'est que si vous la mettez sur votre logiciel Photoshop ou sur un logiciel de graphisme et que vous retournez cette image à 180 degrés, vous allez vous rendre compte qu'il y a
glisser dans les nuages, sur la droite de l'image, un mot subliminal. Et ce mot, écrit avec des lettres de nuages, c'est le mot « sexe ». Regardez bien ce qu'on est en train de montrer sur l'image. Vous voyez mis en évidence le mot « sexe ». Ça rappelle, curieusement, l'image subliminale du mot « sexe » que l'on voit également dans le dessin animé du Roi Lion lorsqu'il souffle la fumée. C'est un petit clin d'œil à Disney. Mais vous verrez que des clins d'œil à Disney, il y en a beaucoup dans l'histoire de la conquête spatiale. Je ne sais pas si c'est un employé de la NASA qui a voulu faire une blague potache, mais en quel cas c'est quand même un gros risque de la part d'un employé de faire une chose pareille sur une image qui va être regardée par la planète entière. C'est la première photo de la Terre depuis les années 70. Donc ça me paraît peu probable. Par contre, si ce sont les décideurs qui ont donné l'ordre de glisser un message subliminal sur cette photo, cela montre à quel point ces gens nous considèrent comme du bétail. On nous dit également qu'il y a des milliers de débris spatiaux tout autour de la Terre. Comment se fait-il qu'on ne voit jamais un satellite? Et lorsque on a ces images de la Terre en rotation, lorsque l'on a ces photos de la Terre, il n'y a jamais aucun satellite qui apparaît. Voilà encore un signe qui montre qu'en fait nous avons affaire à des dessins. Je sais à quel point le fait de vous dire que toutes les photos de la Terre sont fausses, sont des images 3D qui ont évolué avec le temps, avec le graphisme, mais en réalité, ces images de la Terre ressemblent de plus en plus aux images que vous allez voir dans les films Star Wars. Les images des planètes sont à l'identique des images de la Terre telles qu'on nous la présente aujourd'hui. Je sais à quel point ce genre de révélation va vous troubler. Et c'est pour ça que maintenant, on va passer en revue toutes les problématiques et tous les indices qui montrent bien que la NASA est véritablement, là j'insiste sur ce mot véritablement, un spectacle d'illusion totale et que tout est mensonge. Par exemple, vous savez que le nouveau programme d'alunissage avec le vaisseau Orion, sur lequel travaille actuellement la NASA, il y a un des spécialistes, un des experts de la NASA qui a pris dernièrement la parole et qui a expliqué les difficultés de cette nouvelle mission d'alunissage qui était programmée pour les années 20. Et dans les arguments qu'il lance, il explique qu'il va falloir, avant toute chose, résoudre un problème extrêmement délicat, celui de la traversée de la ceinture de Van Allen. C'est, vous savez, cette ceinture de radiation. C'est-à-dire que, imaginez Tchernobyl, imaginez ce qu'était Tchernobyl au moment de l'explosion et le taux d'irradiation des gens qui se sont approchés du réacteur pour colmater la brèche, etc. La ceinture de Van Allen, en termes de radiation, il faut multiplier ça par des milliers de fois plus fort. Et ce scientifique explique qu'il va falloir qu'il y ait des mesures prises, des boucliers anti-radiation, etc. Et que ce problème n'est toujours pas résolu. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. Orion is NASA's next-generation spacecraft. Built with versatility in mind, it can take astronauts deeper into space than we've ever gone before, to an asteroid or even onto Mars. For these missions, Orion has to be one tough spacecraft, withstanding high speeds, searing temperatures, and extreme radiation. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection.
Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Ce qui interroge tous les chercheurs, et moi le premier, c'est mais ce problème n'a-t-il pas été résolu à l'époque d'Apollo? Je ne comprends pas, on a fait plusieurs missions d'alunissage, plusieurs allers et retours, puisqu'il faut compter le retour également. Et apparemment, Armstrong, enfin, on n'a jamais retrouvé les astronautes grillés dans leur module. Donc, vous voyez, c'est des petites incohérences qui sont comme ça, et des petits oublis. C'est comme si au fur et à mesure que l'histoire avance, on oubliait le passé. C'est ce que j'expliquais par rapport à Félix Baumgartner, par rapport à Yuri Gagarin tout à l'heure. On dirait que la NASA n'a pas de mémoire ou qu'elle considère que nous sommes tellement abétis que nous n'en avons plus du tout. Ceci est un neurolaser. Il nous a été offert par des amis de province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Excellent, messieurs. Passez-moi toute l'assiette au crash-flamme avec couloir à 20, 40 et 60 mètres à partir de là-bas. Merci. Parfait. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici. Et qui êtes-vous, en réalité? En réalité, rien de plus qu'un fragment de votre imagination. Ces humains adorent les bobards. Non, franchement, les mecs, vous avez de la chance d'avoir survécu à une explosion pareille. Quelle explosion? La poche de gaz souterraine, Einstein. Va falloir faire beaucoup plus attention avant de décharger vos armes à feu. C'est l'évidence. Toi, surtout. Et fais-toi faire un check-up complet en haut de la colline avant de reprendre le volant. Alors vous allez me dire, oui mais Rock, ça va pas bien. Bon, c'est vrai que les photos de la Terre sont rares, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des dessins, c'est vrai qu'il y a ce problème de mots subliminal, sexe sur la planète Terre, qui fait penser à du Disney. Mais il y a quand même l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est pas rien. C'est-à-dire c'est en permanence la présence d'êtres humains dans une station qui tourne autour de la Terre. Et puis c'est international, c'est-à-dire que là ça touche énormément de monde. Bien, figurez-vous que les chercheurs ont évidemment étudié cette question, et alors ils se sont posés les bonnes questions, et ils sont arrivés à des conclusions absolument effarantes, et des découvertes absolument effarantes. Alors, première problématique qui me paraît, moi, vraiment importante au niveau de l'ISS, c'est le fonctionnement. L'ISS est dans l'espace depuis 15 ans. On sait que son obsolescence prévue était de 15 ans, et qu'au bout de 15 ans, il fallait changer les modules. Personne ne pense à changer les modules, on pense juste à abandonner l'ISS. On a prolongé l'expérience de l'ISS jusque dans les années 20. Toujours est-il que donc ces modules sont quand même fatigués. Or, quelle comparaison on peut faire par rapport à l'ISS au plus proche de ce qu'on voit sur la Terre? Ce sont les spécialistes, les experts, les chercheurs de vérité se sont dit, mais l'ISS fonctionne sous pressurisation, avec de l'oxygène, etc. Ça ressemble à un sous-marin. Mais la question qui se pose, c'est les sous-marins, ils ont besoin de remonter à la surface. Au bout de 3 mois maximum, vous avez le sous-marin qui vient renouveler son oxygène, etc., remettre la pression qu'il convient, etc. Parce qu'il y a toujours une perte au niveau de l'ISS. Vous imaginez un milieu fermé, quand vous respirez, vous dégagez du CO2. Donc comment vous éliminez ce CO2 ? Alors évidemment il y a des filtres, il y a des moyens d'évacuer, mais à chaque fois que vous évacuez ces gaz, comment ensuite vous remettez l'oxygène ? Respecter le bon dosage, parce que la moindre erreur de dosage,
c'est la mort assurée pour les membres de l'équipage. Et à chaque fois que vous évacuez ces gaz, vous perdez en pression. Comment se fait-il que ce sous-marin, qui est l'ISS, continue de fonctionner au bout de 15 ans sans avoir eu besoin de, entre guillemets, refaire surface? Ça, c'est la grosse question que se posent des ingénieurs militaires. Ils ne comprennent pas, ils se disent, mais si les Américains avaient une telle technologie, ils l'utiliseraient pour leurs propres sous-marins. Parce que ça serait un atout majeur, les sous-marins n'auraient même plus besoin de remonter à la surface. Vous voyez, ce sont des problèmes techniques qui sont vraiment problématiques. Par exemple, toute structure, tout vaisseau a des joints, notamment ces modules qui sont joints entre eux. Or, les joints, c'est extrêmement fragile. La moindre fuite au niveau de l'ISS, une fuite d'1 millimètre, peut poser des problèmes mortels. Apparemment, rien n'a été prévu pour changer les joints de ces modules. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'usure sur les joints? Ça, c'est une question que se posent les experts, les chercheurs de vérité. L'autre question fondamentale, c'est l'absence. Si vous regardez les vidéos des visites des membres de l'ISS, vous allez voir que il n'y a pas de sas entre les différents modules, le module russe, le module européen, etc. Il n'y a pas de sas. On nous dit qu'il y a des milliers et des milliers de débris qui tournent autour de la Terre, qui viennent percuter la Terre, etc. Imaginez-vous qu'il y ait un débris d'un centimètre qui heurte l'ISS et qui perfore la paroi. S'il n'y a aucun sas de sécurité, comme dans un sous-marin c'est le cas, aucun sas de sécurité, c'est alors toute la station qui va être détruite et tous les membres qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Ce sont des questions, des anomalies qui posent de sérieux problèmes quant à la réalité de l'existence de l'ISS et le fait qu'elle soit habitée. Parce que on voit un engin qui s'appelle l'ISS, qui tourne autour de la Terre, on l'aperçoit, on le voit à l'œil nu, avec des télescopes, des caméras, etc. On peut le filmer. Mais ça ne veut pas dire que ce truc qui tourne autour de la Terre soit réellement habité. La question que se posent aussi les chercheurs de vérité, en voyant les membres de l'équipage, c'est de constater qu'il y a effectivement pas de sas de sécurité, qu'il y a une obsolescence des modules, et pourtant, ces membres d'équipage, vous les voyez toujours à faire les clowns, toujours avec le sourire. Ce sont des gens qui, quand même, à chaque seconde de leur présence dans la navette spatiale, dans l'ISS, à chaque seconde, risquent de mourir. C'est-à-dire le moindre débris qui vient toucher l'ISS, c'est la mort assurée, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Eh bien, vous avez pourtant ces gens-là qui galopent, qui font des cabrioles, tout ça en t-shirt, en polo et en bermuda. Il y a encore un autre gros nœud dans l'histoire de l'ISS qui pose vraiment un problème. Et là, ce sont les militaires qui l'expliquent. Ils expliquent que dans un sous-marin, dans un vaisseau de guerre, il y a un des secteurs, un des services qui est le plus important, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau espace, c'est l'atelier. Tous ces bâtiments-là ont un atelier avec des machines-outils. C'est indispensable, il l'explique bien, c'est-à-dire que vous avez toujours une tôle qui se détend, qui se distord, vous avez toujours des déformations, je parlais tout à l'heure des joints. Il y a toujours dans ce genre de bâtiment des réparations à faire de toute urgence. Et là,
on ne parle pas de se promener avec des peluches ou déguisés en gorille entre des sas en faisant les clowns. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort. Il y a des machines-outils. Or, dans l'ISS, avec la moindre étincelle, c'est un danger parce qu'il y a tous ces gaz. L'azote, etc., la fabrication d'oxygène avec de l'hydrogène, etc. Enfin, tout ça est extrêmement dangereux. Et une machine-outil fait toujours des étincelles quand elle travaille. Donc, il y a impossibilité d'utiliser ce genre d'outils. Mais l'absence de machine-outil dans l'ISS est aussi un élément très, très problématique, parce qu'on sait bien que c'est pas en amenant depuis la Terre des boulons, des parties de tôle, etc., qu'on va tomber du premier coup sur le bon écrou qui va bien se caler dans la pièce qu'il faut, et tout ça avec la plus extrême étanchéité, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre du millionième de millimètre. Pas de machine-outil, vous ne verrez pas dans l'ISS d'atelier. Les seuls outils disponibles qu'on peut voir, c'est la fameuse trousse à outils du bricoleur du dimanche avec le tournevis et puis la pince, c'est tout. Ça, ce sont des éléments vraiment qui sont très... C'est-à-dire que une fois qu'on a mis le nez là-dedans, on se dit « Waouh, la NASA, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin. Elle n'a pas pensé à ces choses-là. Le petit détail des joints, depuis 15 ans, ça fonctionne. Jamais de fuite. La moindre fuite, c'est la mort assurée pour ces hommes. Mais non, ils continuent de faire la fête, et de travailler, de faire leurs expériences scientifiques dans cette navette. Alors, vous me direz, oui, mais on les voit. On voit bien ces hommes-là. Ils sont bien en apesanteur, en train de travailler, de faire du sport. Voilà. On nous montre ces vidéos, souvent en direct. On va se rendre compte qu'en réalité, ces vidéos sont coupées, sont scénarisées, sont mises en scène. Il y a une vidéo sur Internet qu'on voit, on voit un homme qui se brosse les dents et derrière, en arrière-plan, un montage avec des personnages qui sont plus les mêmes derrière. Enfin bref, des trucs assez grossiers. Finalement, on a l'impression que la NASA veut qu'on se rende compte que tout ça est scénarisé, ou alors, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, ils se fichent complètement de nous. Comment expliquer ces images de ces membres d'équipage en apesanteur? Alors, il y a deux façons de le faire. Vous avez les avions 0G. C'est-à-dire que ces avions permettent de simuler une apesanteur. Donc on peut très bien, avec un habile montage, en fait, filmer dans un décor d'ISS des membres d'équipage étant en apesanteur, avec derrière un fond vert où on va montrer des images, même des vidéos simulant une profondeur de l'ISS. C'est tout à fait faisable. Il y a quand même des éléments aussi, les chercheurs de vérité ont mis le doigt sur certains éléments qui attestent effectivement d'un trucage de certaines vidéos, avec des coupes qui ne sont pas naturelles. On va observer que les femmes, souvent les femmes qui ont une longue chevelure, sont permanentées. Et c'en est même ridicule. Hein. Il y a un petit côté grotesque, avec des cheveux qui ne bougent pas tellement ils sont permanentés, alors que même dans les avions 0G, les cheveux se comportent de façon tout à fait naturelle. Il y a l'avion 0G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire vous avez des membres d'équipage qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Ça avec la permanente, notamment la chevelure permanentée de l'astronaute.
beaucoup de chercheurs de vérité qui ont montré comme ça des anomalies sur des vidéos de l'ISS, des anciennes vidéos notamment. On voit il y a un moment où vous avez une fuite d'eau en arrière-plan et vous avez une goutte d'eau qui tombe derrière les astronautes et la goutte d'eau, elle est soumise à la pesanteur. C'est très curieux. Il y a aussi des photos, des vidéos de groupe où on voit que ce sont des calques qui sont superposés les uns derrière les autres et que les astronautes réagissent à la pesanteur ou à la force de l'inertie d'un avion 0G deux par deux. C'est-à-dire vous en avez les deux qui étaient dans le même avion au même moment, qui ont été filmés dans ce calque-là, vont sautiller de la même façon, tandis que les quatre autres réagiront différemment sur une autre, resteront stationnaires ou rebondiront sur d'autres trucs. Maintenant, je vais vraiment vous donner comme conseil d'étudier très attentivement les vidéos de la NASA, les vidéos de l'ISS, parce qu'il y a vraiment des choses très troublantes. Après, vous allez me dire, oui, mais on voit les astronautes en combinaison et qui font des sorties à l'extérieur de l'ISS. Ils vont réparer Hubble, ils vont bricoler, changer les panneaux solaires. Alors, vous voyez, toujours avec leurs fameux tournevis, des gants pas possibles, et tout ça, les caisses à outils qui se baladent dans l'espace. Après, on va pas pleurer sur les rejets, mais sur les déchets qui encombrent l'orbite terrestre. Mais les chercheurs ont été confrontés à cette question. Et là, ça a été, alors, dans Top Secret, on en avait déjà parlé pour les Chinois, mais à l'époque, moi, j'étais encore loin d'imaginer l'ampleur de ce mensonge de la NASA, c'est-à-dire un mensonge intégral. Les chercheurs ont découvert, simplement en épluchant toutes les vidéos de sortie dans l'espace des astronautes, soit de la navette, soit de l'ISS, se sont rendus compte et ont démontré, je crois même que là on touche à ce qu'on peut appeler la preuve, qu'en réalité, toutes ces vidéos étaient conçues dans des gigantesques piscines. Et alors, il y a toutes sortes d'anomalies, des reflets de projecteurs qui ne devraient pas être là. Vous avez évidemment les fameuses bulles d'air qui, de temps en temps, remontent des combinaisons ou des sas. Et ces bulles d'air, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Et on voit, elles se comportent comme des bulles d'air au fond d'une piscine. Tout ça serait fait derrière un fond vert également, et avec un faux décor de la Terre. Donc on a vu à travers la problématique du vaisseau Orion, du programme d'Orion pour les nouvelles alunissage des années 20, on a vu que même les missions Apollo quand même pouvaient être scientifiquement remises en question. Alors moi je ne suis pas scientifique, je ne fais que répéter ce que disait cet ingénieur de la NASA qui, dans son discours de propagande pour ses futures missions d'alunissage, disait que ce problème n'était pas réglé. Voilà, je m'en tiens à ce qui est dit. Après, d'autres scientifiques me diront, mais c'est pas du tout le cas, etc. De toute façon, la polémique est loin d'être terminée. Maintenant, on a vu aussi que l'ISS posait de sérieux problèmes d'un point de vue technique. Si on compare l'ISS à un sous-marin, on est loin du compte. Je vais revenir aux missions Apollo, parce que mettre en doute les missions Apollo complètement gratuitement, c'est juste en se basant sur Van Allen, c'est un peu léger. Il y a deux autres éléments qui sont aussi très lourds dans un autre registre. C'est le fait que les images originales des missions Apollo aient disparu. On n'en est plus que des copies. Ça pose quand même souci. On va revenir à nos artisans du spectacle, à ces auteurs de science-fiction, etc., puisqu'il est supposé que ce soit en réalité Stanley Kubrick, l'ami de Willy Ley, qui aurait tourné les missions lunaires. Donc un des autres soucis en rapport avec Apollo, et qui n'est pas des moindres,
c'est les pierres lunaires qui ont été rapportées de ces missions. Vous vous souvenez que John Glenn avait fait le tour du monde et avait distribué à différents pays, notamment à la reine d'Angleterre, un bloc de lune. Bon, c'était en tant qu'ambassadeur un cadeau qu'il faisait à la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre a offert ce bloc de lune à la Hollande, je crois, et aux Pays-Bas ou au Danemark, je ne me souviens plus, peu importe. Toujours est-il que ce bloc de pierre a été finalement, au bout de quelques années, quelques décennies, analysé. Et on a remarqué que ce n'était pas du tout de la pierre lunaire, que c'était tout simplement du bois fossilisé. Et le problème, c'est que d'autres blocs lunaires ont été analysés et qu'eux aussi ont montré qu'ils avaient les mêmes structures que de la pierre terrestre, notamment de roches qu'on peut trouver en Antarctique. Tout ça fait que les éléments de preuve de l'existence des missions Apollo sont de plus en plus tenus, quoi. Ce sont de plus en plus légers, et le doute est plus que permis. Bon, ça me gêne de dire ça parce que, je vous dis, moi j'ai bouffé, entre guillemets, j'ai travaillé sur toutes ces questions-là, j'ai cherché pendant des années des anomalies, mais à un moment, lorsqu'on est confronté à ce genre de problème, il faut savoir reprendre son sac de chercheur et repartir de zéro pour essayer de voir où se trouve la vérité. Finalement, ce qu'on peut en conclure des différents éléments que je viens de souligner là, c'est que tous les éléments de preuve de l'existence des missions Apollo tombent les uns après les autres, et que on peut de plus en plus penser et avoir confirmation que ces programmes, cette conquête spatiale est un véritable spectacle d'illusion digne d'Hollywood, et même avec un budget bien supérieur à celui d'Hollywood. Car à un moment, il faudra aussi se poser la question de savoir où va l'argent. We are T-minus 18 seconds from liftoff. We're T-minus 15 seconds. Would you and your men please follow me? Jerry, what the hell is this? This is an emergency. Please follow me, now! T-minus 10 seconds. 9, 8. We have ignition. 6, 5. We have outboard engines. 3. We have inboard engines. 1, 0. We have a launch commit. We have a liftoff at 35 minutes after the hour. Every split second of this historic flight, every intimate detail, every heartbeat was monitored by Mission Control in Houston. This is Capricorn 1. We have landed. As millions all over the world watched and listened, the President of the United States spoke to the astronauts across the vastness of space. To the men of Capricorn 1, I bring you greetings from your fellow Americans. There's only one small catch. It never happened. It's all a lie, a fantastic $30 billion hoax. Il y a aussi un autre problème. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Terre, mais on pourrait maintenant énumérer les autres planètes, les photos des autres planètes. La plupart des photos des planètes montrent toujours la même face. C'est comme si les gens de la NASA ne voulaient pas se tracasser à montrer les planètes sous tous leurs angles possibles et imaginables. La plupart des photos de Mercure, de Pluton, etc., de Jupiter, montrent toujours la zone, notamment Jupiter, avec le fameux œil du cyclone. L'angle est toujours le même. Donc il y a une espèce d'économie d'effort pour nous convaincre qui est de plus en plus insupportable au final. Surtout, pour en revenir à l'image subliminale dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur l'unique photo, la première photo depuis 1972, ce phénomène d'image subliminale, ce petit clin d'œil, cette petite blague potache, on la retrouve sur pas mal de clichés des planètes. Par exemple, vous allez voir sur la planète Pluton, le personnage de Pluto. Clin d'œil encore à Disney. Vous allez voir sur la Lune
3 cratères qui ressemblent, mais étrangement, à la silhouette du personnage de Mickey. Et sur Mars, vous trouverez des smileys, en forme des cratères en forme de smiley, vous trouverez des cœurs, etc. Plein de petites choses comme ça amusantes. On dirait que les dessinateurs ont voulu non seulement s'amuser, mais se payer notre tête ou signer leurs dessins, comme le ferait n'importe quel artiste. Maintenant, il faut savoir si on peut continuer de supporter toute cette mascarade. Et s'il est supportable d'envisager que la NASA continue à se moquer de nous encore longtemps. On a passé pas mal de choses en revue. En post-synchro, vous avez pu avoir les images et même des extraits de vidéos qui vous permettent de vérifier ce que je vous raconte. Mais vous allez me dire encore, mais tous ces satellites dans l'espace, ils existent, on les voit. Alors déjà, il y a 2500 satellites environ qui sont actifs, qui tournent autour de la Terre. Il y en a beaucoup plus qui ne fonctionnent plus, qui sont en cours de descente, mais il y en a 2500 qui fonctionnent. On voit depuis le sol, à l'œil nu, dans les meilleurs cas, 2 à 3 satellites par heure dans une nuit. Ça fait beaucoup sur 2500 satellites. Mais ce qu'il y a de particulièrement surprenant et amusant, c'est quand je vais vous dire que vous n'avez jamais vu de photos de satellites dans l'espace en action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous montrer un satellite, ce sera un dessin 3D. Ce sera encore du graphisme, et toujours du graphisme. Il y a comme une malédiction qui frappe la NASA. On dirait qu'ils sont incapables de nous servir une véritable photo d'un engin volant dans l'espace. Si on veut pousser le bouchon encore plus loin et aller à fond dans le doute, on peut maintenant parler notamment de Mars et des images que nous renvoie Curiosity ou Opportunity. Les 2 sondes qui devaient marcher 3 mois et qui, 15 ans plus tard, sont encore en service. Si en faisant quelques recherches sur Internet, vous allez découvrir l'île de Devon, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est une île du Canada, pas loin du pôle, où s'est implantée la NASA. Et sur cette île qui ressemble extraordinairement, extrêmement à la surface de la planète Mars, vous avez des rovers qui tournent 24 heures sur 24 avec des caméras. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que les photos que nous envoient Curiosity et Opportunity, et toutes les sondes martiennes qui sont supposément en train de rouler sur le sol martien, est-ce que ces photos ne proviennent pas en réalité de cette île qu'occupe la NASA depuis quelques années? Il y a une chose très troublante sur ces photos. Nous, on a cherché pendant des années les anomalies. C'est qu'on voyait bien qu'il y avait des formes qui ressemblaient à des formes de structures, des formes qui avaient été façonnées, des formes géométriques, etc. Et alors, c'était comme... il y avait toute une excitation autour de ces anomalies. Moi, j'étais pas convaincu pour cette histoire d'île. Je pensais que de toute façon, il était normal que la NASA s'entraîne et teste des rovers. Mais une des dernières photos de Mars qui nous a été proposée par la NASA pose vraiment un gros problème. Parce que la NASA a l'habitude donc quand il y a quelque chose, une anomalie qui déborde, c'est non seulement de flouter, mais en plus de coloriser l'image de façon à ce que cette anomalie se perde dans le décor, se fonde dans le décor, et que ces structures puissent apparaître comme étant des pierres. Et là, une des dernières photos montrait une pierre ayant la forme vraiment d'une sorte de cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, d'animal, avec 4 pattes, un museau, une queue, des oreilles. Bref, vous aviez une pierre ressemblant à un drôle d'animal martien qui a soulevé donc aussitôt
l'enthousiasme, en tout cas la curiosité des chercheurs de vérité, qui pensaient que voilà, la NASA avait caché une forme de vie sur la planète Mars. Mais en poussant un peu plus loin les investigations, on s'est rendu compte que sur l'île de Devon, il y avait proliféré une espèce dépourvue de prédateurs, et cette espèce animale, alors je ne me souviens plus du nom, là aussi vous l'aurez sur l'image, cet animal ressemble comme 2 gouttes d'eau à la fameuse anomalie martienne, la fameuse pierre qui ressemble à un animal. Et ça, je dois dire que ça m'a quand même interpellé, ça m'a interpellé sur mes années de recherche, ça m'a posé vraiment question, et je me suis dit que finalement, au point où en était le mensonge, au point où en était la supercherie et l'imposture, pourquoi pas aller jusqu'à nous montrer finalement un sol martien, en colorisant un ciel bleu, en le rougissant un petit peu, qui serait en fait tout simplement un ciel d'une île du Canada. Que cherche la NASA avec toutes ces anomalies maladroites, ces sites web montrant l'île Devon, et qui ne peuvent que mettre le doute dans les esprits? Les choses sont tellement visibles aujourd'hui qu'on se demande comment la NASA va pouvoir tenir le mensonge plus longtemps. Et c'est dans ce contexte-là qu'est apparue soudain une nouvelle théorie. Enfin, quand je dis nouvelle théorie, je veux parler plutôt d'une théorie si ancienne que de prime abord on a du mal à même enquêter dessus. C'est la fameuse théorie de la Terre plate. Cette théorie a été relayée par 3 groupes. Je pense, et on peut le soupçonner, que dans un premier temps, ce sont les services secrets eux-mêmes qui ont défendu cette thèse et qui ont relayé cette thèse de la théorie de la Terre plate. Derrière, c'est emboîté sur le pas des services des groupes religieux, intégristes religieux qui, évidemment, voyaient là l'opportunité de montrer la véracité de la Bible et de la parole de Dieu. Et derrière, le 3e groupe, ce sont les chercheurs de vérité qui, sincèrement et naïvement, ont été convaincus, surtout par les aspects scientifiques qui étaient avancés dans l'argumentation de cette théorie de la Terre plate. Théorie de la Terre plate qui, cependant, présente des choses et des faits tout à fait troublants, notamment dans l'ordre des vols commerciaux, dans le domaine des vols commerciaux et dans le domaine des transports maritimes. Maintenant, je vais vous demander d'observer sur des sites comme Flight Radar 24, d'observer les avions commerciaux dans l'hémisphère sud. Et vous vous rendrez compte que pour voyager d'un point à l'autre dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire par exemple d'Amérique du Sud, de la pointe de l'Amérique du Sud à la pointe de l'Afrique, ou de la pointe de l'Afrique à l'Australie, vous allez vous rendre compte que tous les avions remontent par le nord. Et ça, c'est pas du tout logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qu'on nous cache de la structure de la Terre. Cela ne veut pas dire que la Terre n'est pas ronde, cela ne veut pas dire que la Terre est plate, et vice-versa. Dire à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, ça me paraît impossible. Simplement, ce qui est tout à fait possible de dire après tout ce que je viens d'énumérer comme problème par rapport à la conquête spatiale, c'est qu'il y a vraiment un mystère autour de notre planète, autour du monde dans lequel nous vivons, et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Vous avez l'exemple de cette femme qui vole de Bali à Los Angeles,
qui est enceinte et qui va accoucher dans l'avion. L'accouchement se passe mal, l'avion doit atterrir de toute urgence et le premier aéroport, donc ce que je vous raconte c'est un fait divers authentique, le premier aéroport où l'avion va se poser se trouve en Alaska. Et curieusement, l'Alaska, effectivement, c'est une ligne droite sur le trajet Los Angeles-Bali dans la carte de la Terre plate. Cette carte de la Terre plate, on peut la découvrir et en prendre connaissance simplement en regardant aujourd'hui sur Internet le logo de l'ONU. Alors certains disent que voilà, c'est le grand secret des Illuminati, de ceux qui savent, de ceux qui tirent les ficelles, et donc sur la base de ce logo, prétendent et assurent que la Terre est plate. Personnellement, moi j'ai toujours pas vu la Terre plate. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'au niveau de l'hémisphère sud, il y a un gros problème. Au niveau de la structure de la planète, il y a un gros problème, on ne veut pas nous montrer. Il faut savoir aussi que le traité de l'Antarctique, parce que si la Terre est plate, le pôle sud devient en fait l'extrémité de toute la Terre. Et c'est vrai qu'il est strictement interdit de descendre au sud du 60e degré dans l'hémisphère sud. Ça veut dire que toute cette zone-là est interdite, impénétrable et réservée aux scientifiques et aux militaires. Alors on va vous dire que c'est pour des raisons écologiques, si vous voulez, d'écologie. Mais ce traité date de 1959. Il est très étonnant qu'à l'époque, c'était une préoccupation pour ces pays-là. Surtout, il est très étonnant que depuis tout ce temps-là, les sociétés comme Total, les grandes multinationales qui pourraient exploiter le pétrole, etc., n'ont jamais eu accès à ce territoire. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a un gros problème sur la structure de la Terre. De là à dire que la Terre est plate, c'est difficile parce que nous n'en avons aucune preuve. Par contre, il y a ce problème, il existe. N'oubliez pas que la vision du monde que nous avons est la vision que les agences spatiales du monde entier nous donnent. Et que ce sont des visions de militaires. Les agents de la NASA connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau humain et savent parfaitement manipuler l'esprit humain. Les psychologues sont des enfants de cœur à côté de ces gens-là, et ils utilisent cette connaissance pour nous montrer et nous faire croire ce qu'ils ont envie que nous croyons. À partir de ces constats, on pourrait avoir des tas d'autres visions du monde, comme je l'ai dit. Terre plate, terre creuse. Est-ce que les gens de la NASA ont vu les limites de la matrice? L'absence de photos indiscutables, authentiques, de la Terre, de l'espace, pose vraiment problème. On peut supposer que la NASA détient des photos qu'ils ne veulent pas nous montrer. Ont-ils découvert que la Terre était plate? Parce que l'importance de ces missions dans les années 50, c'était que jusque dans les années 50, on n'avait aucune photo de la Terre. Les hommes savaient que la Terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même, qu'elle tournait autour du Soleil, mais il n'en existait aucune preuve. Et avec les progrès technologiques, il fallait donner aux êtres humains une représentation crédible de la Terre. Et c'est comme ça aussi qu'ont été impulsés ces programmes spatiaux. Donner une preuve de la validité des théories scientifiques. Et on se demande si la NASA ne s'est pas trouvée confrontée soit à des photos d'une Terre qui n'était pas ronde, qui ne tournait pas sur elle-même, ou carrément à une Terre plate, ou en tout cas aux limites de la matrice, à un dôme, etc. On peut imaginer qu'ils ont rencontré une anomalie extraordinaire. Mais en tout cas, affirmer quelle est cette anomalie et revenir à la théorie de la Terre plate défendue par le dogme religieux, je ne suis pas sûr que ce soit un pas qu'il faut faire aujourd'hui. C'est une anecdote assez sympathique, assez savoureuse. Le lancement le 5 février 2002 de la fusée Atlas V
montre un truc absolument exceptionnel au bout d'1 minute du lancement de la fusée. La fusée va passer vraiment dans la dernière zone de nuages et provoquer on dira qu'elle a traversé le mur du son. Mais en traversant le mur du son, il y a des effets physiques dans l'atmosphère, comme une pierre qui tomberait dans l'eau et qui projetterait des ondes, si tu veux. Et le ciel va réagir comme un liquide. Et là, on a vraiment la sensation que cette fusée Atlas 5, ce jour-là, a traversé, a crevé une membrane. Est-ce que c'est une première membrane invisible de la matrice qui nous entoure? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas toutes les fusées qui nous ont permis d'observer un phénomène aussi curieux. Toujours est-il que des représentations de la Terre, on peut en proposer plusieurs. J'ai envie d'en proposer une, moi, qui pourrait réconcilier les tenants de la Terre sphérique et les tenants de la Terre plate. Il faut imaginer une Terre plus grande que la Terre telle qu'elle nous a été présentée. Imaginez que la Terre fasse 3 fois sa circonférence et qu'en réalité, le pôle sud soit juste l'équateur, que tous les continents que l'on connaît, tous les continents connus officiellement, soient disposés dans l'hémisphère nord. À ce moment-là, si la pointe de ces continents se retrouve sur l'équateur, on peut justifier les longues distances qui séparent ces continents et l'impossibilité de les rejoindre par avion et l'obligation de remonter par le nord pour rester faire des escales et rester dans des zones de terre. On peut supposer, on peut imaginer une Terre dont l'équateur serait un mur de glace. Avec une Terre qui aurait un soleil et une lune dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, autre chose. Et en fait, on pourrait imaginer 2 terres séparées par cette muraille. Ça rejoindrait le propos de l'amiral Byrd qui disait qu'il y a au-delà de l'Atlantique un continent vaste comme l'Amérique, etc. On peut imaginer que cette Terre, cette autre moitié de la Terre dans l'hémisphère sud, qui serait un peu la représentation que j'en fais serait celle de Star Wars, où l'on montre la Terre, une planète noire qui est coupée en 2 par un mécanisme, etc. Là, ça serait une muraille. Ça rejoindrait l'image du film, de la série Game of Thrones, qui parle d'un mur de glace, et derrière vivraient des sauvages. Alors on peut supposer qu'il y a aussi des êtres humains qui vivent de ce côté-là, mais aussi un côté de la Terre qui serait un peu moins étanche en termes de dimensions, avec d'autres dimensions qui pourraient y pénétrer. Mon explication de cette Terre qui serait beaucoup plus grande permet d'expliquer pourquoi les chercheurs, en se mettant sur le bord d'un lac et regardant l'autre côté du lac, n'arrivent pas à trouver ni à voir la courbure. Ça expliquerait aussi pourquoi, depuis 30 km d'altitude, on ne voit pas de courbure. Si la Terre est beaucoup plus grande qu'on nous la présente, effectivement, ça se justifie. Il y a également une chose qui est certaine, c'est que la carte Mercator, les cartes de la Terre, sont complètement fausses également. On peut supposer que cette image de la Terre que les militaires nous donnent est une image tronquée et qu'en réalité, sur Terre, il existe d'autres terres, d'autres continents que certaines personnes se sont réservés pour eux-mêmes. On serait confiné dans une sorte de réserve, dans un zoo, et alors qu'au niveau de cet équateur, derrière cette muraille de glace, chère à Game of Thrones, il y aurait d'autres continents, une autre terre complètement vierge,
dans laquelle ils pourraient régner en maître, récupérer toute la matière, toutes les ressources qu'ils veulent. Évidemment, tout ça reste une hypothèse. Mais ce que j'ai envie de dire, bien que je sache que les bouddhistes attendent pour les 1000 prochaines années l'âge d'or qui devrait bientôt arriver, moi j'ai plutôt envie de dire que peut-être l'hiver approche.